Mon cher collègue, on va faire comme ça. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nathalie Godard, le professeur Nathalie Godard, qui est pédopsychiatre, professeur des universités à Paris-Ouest et, et pédopsychiatre, chef du service de l'unité PCA, Michel-Ange à la Fondation Santé des étudiants de France. Elle est également vice-présidente du réseau CCA Continent. Voilà, je suis ravie en toute amitié d'accueillir Nathalie aujourd'hui, qui va nous parler des troubles de conduite alimentaire et des troubles de l'humeur. Nathalie, à toi. Alors, ok. Je n'ai pas le son sur mon ordinateur. Le remettre. Je vais y aller. Donc, je pense que vous m'entendez. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis désolée pour ces conditions techniques. Je vais vous parler effectivement de troubles des conduites alimentaires et troubles de l'humeur et vice-versa. C'est le titre que j'avais donné un peu rapidement à Mouna quand elle m'a proposé de faire cette intervention. Je vais l'expliciter au cours de la présentation et vous expliquer comment je vais faire un focus particulier et vous donner certains éléments au fil de la présentation. La première chose que je voudrais faire avec vous, c'est de vous définir ce que sont les troubles des conduites alimentaires pour les principaux troubles et les autres troubles. Donc, on définit les troubles en psychiatrie à partir de classifications. Celle que j'utilise aujourd'hui est celle du DSM, c'est la classification américaine des troubles mentaux, dans sa 5e version, voire sa 5e version révisée, qui est récente. Il y a deux types de troubles des conduites alimentaires. Il y a des troubles qui sont plutôt avec restriction et des troubles qui sont plutôt avec excès d'apport, qu'on appelle des compulsions. Dans les troubles qui sont majoritairement restrictifs, on peut positionner l'anorexie mentale, décrite depuis le 19e siècle, dont vous avez tous entendu parler, et qui associe donc une perte de poids, un poids bas, plus ou moins des crises de boulimie, à des troubles de perception de l'image corporelle qui influencent l'estime de soi. À cela sont ajoutés en 2012 des troubles de restriction et ou d'évitement de l'ingestion d'aliments, où il peut y avoir une restriction quantitative et ou qualitative. Les autres troubles des conduites alimentaires les plus fréquents, il y a la boulimie, qui a été décrite en 1979, au XXe siècle, et qui associe des crises de boulimie, c'est-à-dire un apport excessif en quantité, auquel est associée ou une stratégie de restriction pour compenser ensuite ces crises, ou d'autres stratégies de contrôle de poids, comme les vomissements, la prise de médicaments ou l'exercice excessif. Sont associés à ces crises de boulimie des troubles de perception de l'image du corps. Et puis un trouble qui s'appelle l'hyperphagie boulimique, qui a été décrit beaucoup plus récemment, puisqu'il a été décrit en fait en 2012, et que ce trouble associe des crises de boulimie, mais sans stratégie de contrôle de poids, et donc s'associe à une prise de poids importante. Donc, de manière très schématique, les trois principaux troubles sont des troubles de type restrictif, principalement l'anorexie mentale, avec un poids bas ou une perte de poids importante, la boulimie nerveuse avec plutôt un IMC normal, parfois un peu élevé, ou un poids fluctuant, et l'hyperphagie boulimique avec un poids élevé ou une prise de poids extrêmement importante. On a décrit ces troubles de manière séparée, mais on sait maintenant, quand on a des études de devenir ou que l'on suit des personnes pendant une longue période, qu'en fait, les personnes peuvent souffrir de ces troubles successivement au cours de leur vie, passant d'un trouble à l'autre, de l'anorexie à la boulimie à l'hyperphagie, et parfois directement de l'anorexie à l'hyperphagie boulimique, où certains vont entrer via la boulimie et souffriront ensuite d'hyperphagie. On peut entrer par n'importe lequel de ces troubles, sachant qu'on débute généralement les troubles restrictifs plus précocement en moyenne que les troubles avec des excès ou des crises de boulimie. Je vais me centrer beaucoup sur mon exposé aujourd'hui, sur tout ce qui concerne l'anorexie mentale, parce qu'elle pose une problématique importante dans ses liens avec la dépression et les troubles bipolaires, qui sont en fait les deux troubles de l'humeur, mais je vais vous définir ça juste après. Je vais me centrer sur cette question de l'anorexie mentale parce qu'elle pose différentes questions et que finalement aussi, ce que l'on va pouvoir dire sur l'anorexie mentale sera peu ou prou transposable sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique.
Par trouble de l'humeur, quand j'ai donné ce titre, j'ai utilisé une vieille terminologie en fait. Dans cette terminologie, on regroupe en fait ce qu'on appelle les troubles dépressifs et les troubles bipolaires. Les troubles dépressifs, c'est ce qu'on appelle de manière communément, je dirais, la dépression, mais dans les classifications psychiatriques qui sont utiles par la recherche, on a différents sous-troubles dans lesquels je ne vais pas entrer aujourd'hui et je parlerai aujourd'hui de manière au sens large de troubles dépressifs et je les abrégerai par TD. Et puis, il y a les troubles bipolaires qui sont en fait des troubles qui associent de manière très schématique des épisodes de dépression et des épisodes hyperthymiques qui sont des épisodes de manie ou d'hypomanie. On décrit des sous-catégories dans lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui. Donc, je vais principalement vous parler de troubles dépressifs et de troubles bipolaires en lien avec l'anorexie mentale. Je vais tout d'abord essayer de vous familiariser, parce que je sais que tout le monde ne travaille pas en psychiatrie, avec la manière dont nous envisageons les diagnostics en psychiatrie. Des symptômes de troubles dépressifs ou de troubles bipolaires, ce que je vais expliciter. Et il existe par ailleurs, dans l'anorexie mentale, mais aussi dans les troubles des conduites alimentaires, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire la coexistence des deux diagnostics, celui d'anorexie mentale ou de troubles des conduites alimentaires, et celui de troubles dépressifs ou de troubles bipolaires. Je vais détailler tous ces éléments. Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse, pour partir sur cet exposé, expliciter la clinique de l'anorexie mentale, que l'on peut extrapoler aux autres troubles des conduites alimentaires, on y reviendra. Donc la clinique de l'anorexie mentale, c'est tout d'abord une diminution des apports alimentaires qui peut être initialement volontaire ou involontaire. Cette diminution des apports alimentaires, elle va entraîner des symptômes de dénutrition et ces symptômes de dénutrition ou malnutrition vont avoir des conséquences sur l'ensemble des organes. Ils vont créer des symptômes alimentaires, des rituels, des collections de recettes, des obsessions alimentaires, mais des complications aussi sur l'ensemble du corps, depuis des complications, j'allais dire, assez anodines comme des ongles cassants, la chute des cheveux, à des complications vitales autour du cœur, autour aussi de complications qui peuvent avoir des conséquences à long terme, avec la rupture, la cassure de croissance, par exemple, ou des complications sur la fertilité, ou en cas de vomissement sur les dents. Donc, tous les appareils somatiques peuvent être concernés, y compris le cerveau. Et cette dénutrition va créer, en tout cas le contexte de dénutrition, parce que le lien causal, on y reviendra, n'est pas montré, le contexte de dénutrition aiguë est associé à des situations et des manifestations d'anxiété, de rigidité et de symptômes dépressifs. À cela, il faut ajouter des conduites associées variables qui visent généralement à perdre du poids avec hyperactivité, vomissement, potomanie, méricisme, des complications au niveau des relations sociales et de l'adaptation familiale et une présentation clinique qui va varier en fonction de l'âge, de la durée d'évolution et de l'intensité des symptômes. On sait que dans certaines situations, l'anorexie mentale qui évolue toujours sur plusieurs mois ou plusieurs années peut évoluer sur de très longues durées, 10, 15, 20 ans parfois. La chronicité n'est décrite que dans un quart des situations. Et ces troubles se développent toujours. C'est des sujets qui ont une histoire développementale, avec une histoire de vie variable, une structuration de la personnalité variable, des interactions dans leur milieu de vie qui peuvent être variables, avec des histoires parfois de violence et d'abus qui ne sont pas systématiques, parfois des antécédents psychiatriques, dépression, anxiété qui précèdent l'anorexie mentale, et parfois même des antécédents familiaux de troubles psychiques ou de troubles des conduites alimentaires. Et l'ensemble de ces éléments-là forment l'état clinique global que l'on est amené à prendre en charge en clinique et pour lesquels la question, vous voyez, des symptômes à droite de mon schéma ou des comorbidités psychiatriques se pose, mais dans un ensemble de questions de prise en charge globale. Le même raisonnement peut être, par exemple, fait pour la boulimie ou l'hyperphagie boulimique. Je ne m'étendrai pas. Alors, quels sont ces symptômes dépressifs
ou de troubles bipolaires que l'on peut rencontrer dans les troubles des conduites alimentaires. J'ai mis là la liste des symptômes qui peuvent servir à définir les éléments autour des symptômes dépressifs et on sait qu'on rencontre fréquemment dans l'anorexie mentale une tristesse de l'humeur, un sentiment de vide, une diminution marquée des intérêts ou des plaisirs habituels, des problèmes de poids, évidemment, des problèmes de sommeil, parfois un ralentissement dans les états de dénutrition très majeurs, ou parfois, à l'inverse, une élation de l'humeur qui peut passer pour une composante peut-être hypomaniaque, parfois de la fatigue ou de la perte d'énergie, des sentiments de dévalorisation, parfois des éléments avec des difficultés à se concentrer parce qu'on ne pense qu'aux symptômes alimentaires, parfois même des idées de mort ou des idées suicidaires. Donc on voit que ces symptômes sont fréquents dans les troubles alimentaires, sans tous être là forcément, et sans forcément permettre le diagnostic de dépression ou de troubles dépressifs ou de troubles bipolaires. Il existe dans les situations d'anorexie mentale très aiguës, très sévères, généralement avec des dénutritions importantes, des symptômes dépressifs importants. Ils sont liés, ça a été montré dans l'ensemble de la littérature. Je vous cite une revue de la littérature et différents éléments de l'équipe, de notre équipe. Il existe des éléments très clairs sur le lien entre l'intensité des symptômes alimentaires et la situation de symptômes dépressifs et anxieux que l'on observe dans l'anorexie mentale. Par contre, quand il s'agit d'étudier le lien entre l'état nutritionnel, si on considère l'état nutritionnel en mesurant des indicateurs qui sont l'IMC et la composition corporelle, la plupart des études ont échoué à montrer un lien entre ces états de dénutrition mesurés, j'insiste, par ces paramètres et pas par d'autres paramètres, et le niveau de symptômes anxieux ou dépressifs. Sur une cohorte de patients qui était renutrie partiellement, on a montré qu'il y avait un lien entre cet état de dénutrition, et excusez-moi, on a ouvert, j'étais interrompue, on a montré qu'il y avait un lien entre cet état de dénutrition et le niveau de symptômes anxio-dépressifs. Mais en fait, quand on ajuste par les traitements psychotropes reçus, eh bien, cette différence disparaît. Donc, en fait, il n'est pas clair, le mécanisme sous-jacent, je dirais, à l'augmentation de ces symptômes anxio-dépressifs n'est pas clairement lié à ces mesures de l'état nutritionnel des patients. Ce qui a été montré, c'est qu'en fait, il y a une interaction entre cette situation d'être sous traitement ou pas sous traitement, puisqu'en fait, le fait de recevoir un traitement psychotrope est associé au fait de souffrir déjà à l'admission en hospitalisation d'un niveau de symptômes anxieux et de symptômes dépressifs beaucoup plus élevé. Ce que l'on voit sur ces graphes, en fait, qui exposent l'évolution des symptômes d'anxiété ou de dépression des patients admis, c'est entrés en hospitalisation, et leur évolution à la sortie d'hospitalisation, sont présentés sur ces graphes successivement l'évolution des symptômes dépressifs et des symptômes anxieux au cours de l'hospitalisation en fonction du type de traitement reçu. La première ligne exposée correspond aux patients qui sont sous antidépresseurs versus pas d'antidépresseurs. Et on voit qu'en fait, les patients qui ont été mis sous antidépresseurs lors d'une hospitalisation avaient des niveaux anxieux et dépressifs beaucoup plus élevés que ceux qui ne l'ont pas été, mais que l'évolution des niveaux symptomatiques est grosso modo de la même amplitude dans le groupe avec ou sans traitement antidépresseur. Et on fait cette observation peu ou prou de la même façon avec les traitements neuroleptiques. Alors, une hypothèse actuelle serait que cette expression symptomatique extrêmement importante dans les situations très aiguës d'anorexie mentale, donc de symptômes dépressifs et anxieux extrêmement élevés, serait potentiellement expliquée par des perturbations du microbiote avec cette revue de la littérature qui est sortie très récemment et qui a repris toutes les études qui ont exploré l'évolution des symptômes, enfin les niveaux de symptômes, pardon,
anxieux et dépressifs chez les patients souffrant d'anorexie mentale et qui ont montré qu'il y avait des corrélations entre ces niveaux de symptômes anxieux et dépressifs et certaines souches de bactéries observées au sein du microbiote, ce qui amène les collègues qui ont rédigé cette revue de littérature à proposer un modèle explicatif de l'exacerbation des symptômes anxieux et dépressifs au cours de l'anorexie mentale, qui serait lié potentiellement à des perturbations du microbiote potentiellement induites, point d'interrogation, par l'alimentation ou point d'interrogation préexistante parce que toute la question de l'œuf et la poule reste toujours posée, qui vont perturber le système immunitaire et via un système de cytokines pro-inflammatoires, entraîner une cascade de neuromédiateurs qui vont déclencher ces symptômes anxieux et dépressifs et potentiellement des symptômes rencontrés dans les troubles des conduites alimentaires. Ces modèles autour de perturbations du microbiote sont en lien aussi avec les hypothèses formulées dans les syndromes dépressifs et le syndrome anxieux, du lien entre perturbation du microbiote et expression de ces syndromes en dehors de l'anorexie mentale. Ça rejoint aussi d'autres publications qui ont pu être faites antérieurement sur des observations de perturbation du système sérotoninergique et du tryptophane dans le métabolisme de l'anorexie mentale. Toujours est-il que ce lien entre symptômes anxieux et dépressifs que l'on voit et que l'on observe au cours des états aigus d'anorexie mentale, ils sont aussi observés, en fait, sur le plan clinique, dans des études qui sont des études de cohorte prospectives en population générale, où il apparaît que l'existence de symptômes anxieux et dépressifs en population générale sont des facteurs de risque de développement ultérieur de troubles des conduites alimentaires et de survenue de troubles des conduites alimentaires. Donc, ce lien entre anxiété, symptômes anxieux et dépressifs, il existe non seulement dans la pathologie de l'anorexie mentale, mais il existe aussi potentiellement dans la genèse des troubles et préexisterait dans certaines situations au développement des troubles des conduites alimentaires. C'est pour ça que dans le titre de cette intervention, j'ai parlé de vice-versa, parce qu'à chaque fois, les situations peuvent s'envisager en miroir. Les symptômes donc dépressifs ont un lien complexe avec le développement des troubles des conduites alimentaires. Et ce que l'on observe aussi, c'est que dans certaines situations, l'existence de perturbations de l'alimentation préexiste la survenue du déclenchement de troubles dépressifs. J'aimerais aussi vous rappeler de manière plus large que les perturbations de l'alimentation, en fait, elles existent dans tous les troubles psychiatriques ou quasiment tous les troubles psychiatriques, puisqu'on sait que dans la dépression, il peut exister une perte de l'appétit ou une augmentation de l'appétit, dans les dépressions dites atypiques. Dans la manie, on retrouve potentiellement des symptômes hyperphagiques. Et dans les psychoses, il peut y avoir des problématiques alimentaires avec une anorexie, parfois dans la catatonie des refus alimentaires ou des refus alimentaires délirants. Que dans toutes les situations d'état limite ou borderline, on trouve très fréquemment des perturbations de l'alimentation. Dans les troubles du développement, on trouve aussi des perturbations de l'alimentation. Que dans les addictions, on trouve aussi un lien entre alimentation et addiction, et qu'on trouve aussi bien dans l'anxiété aussi des problématiques en lien avec l'alimentation. Et on sait que dans la population générale, en fait, de manière très simple, en situation de stress, d'anxiété, il y a plusieurs typologies de réactions qui sont observées, avec certaines personnes qui ont l'appétit coupé en situation de stress ou d'anxiété, vous pouvez en train de manger beaucoup plus ou beaucoup plus fréquemment. Tout ça pour vous élargir le champ de compréhension des troubles des conduites alimentaires et de voir dans les troubles des conduites alimentaires, en fait, un extrême du spectre et du lien entre régulation émotionnelle et alimentation qui interagit en plus dans les deux sens. C'est-à-dire que l'alimentation va parfois être perturbée
en présence de stress, d'anxiété ou de dépression. Et inversement, la restriction alimentaire ou les perturbations alimentaires peuvent créer des symptômes anxieux ou dépressifs. Ça, c'est au niveau symptomatique. Mais les choses sont aussi à lire à un niveau qui est un niveau de comorbidité. Alors, je vais faire une définition de la comorbidité pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce concept. La comorbidité, c'est la présence chez un même individu de plus, en l'occurrence en psychiatrie, d'un trouble psychiatrique. Ces troubles psychiatriques sont définis par des critères qui permettent de poser des diagnostics psychiatriques. La classification la plus fréquemment utilisée, c'est celle du DSM-5, je l'ai dit, mais il repose aussi sur des critères de temporalité. Et on peut par exemple parler de comorbidité actuelle. Si je rencontre un patient, par exemple, chez qui je pose aujourd'hui le diagnostic à la fois d'anorexie mentale et de dépression qui sont présents simultanément, ou on peut parler de comorbidité, par exemple, sur la vie, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir présenté à l'âge de 15 ans, par exemple, un épisode dépressif et présenter, qui va être résolutif, et présenter à l'âge de 20 ans une anorexie mentale, et on dira à ce moment-là que cette personne a eu une comorbidité sur la vie. Ça, c'est pour que vous ayez des outils de compréhension aussi de la littérature. Alors, comment pose-t-on un diagnostic en psychiatrie? En psychiatrie, pour poser un diagnostic, eh bien, on va se référer, comme en médecine, à une classification. Les deux classifications qui sont le plus fréquemment utilisées sont d'une part la classification SIM et d'autre part la classification DSM-5. Pour poser ce diagnostic, en fait, selon la classification DSM, un diagnostic, c'est un trouble, c'est-à-dire une entité diagnostique qui va rassembler d'une part un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes définis, des critères de durée minimale et des critères de retentissement psychosocial. Et enfin, seront ajoutés à ces critères des critères d'exclusion. Et c'est à partir de l'ensemble de ces éléments que l'on va porter un diagnostic. La présence de quelques symptômes ne permet pas forcément le diagnostic. Si je reprends par exemple l'exemple du trouble dépressif caractérisé, qui est le trouble dépressif, eh bien, il va falloir pouvoir avoir au moins 5 symptômes qui seront présents pendant plus de 2 semaines et qui correspondent, sur les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure sur les symptômes, à une humeur dépressive ou une perte d'intérêt. Perte d'intérêt ou de plaisir. Ceci va devoir créer une détresse cliniquement significative. Et on va voir qu'il y a 3 types de critères d'exclusion qui sont pas imputables à des effets physiologiques d'une substance, qui ne sont pas expliqués par d'autres diagnostics et qui ne sont pas associés à un trouble d'épisode maniaque ou d'hypomanie, ce qui ferait qu'on poserait un diagnostic de trouble bipolaire. Et puis ce diagnostic peut aussi être qualifié en termes de sévérité et on peut le qualifier en termes de rémission partielle, complète ou non spécifiée. Donc, vous voyez, porter un diagnostic, c'est porter un diagnostic qui va nécessiter un traitement et un accompagnement particulier. Généralement, les traitements médicamenteux en particulier ont été validés sur des entités diagnostiques, et les antidépresseurs sur la dépression, sur les troubles dépressifs, les thymorégulateurs, qui correspondent aux troubles bipolaires, sur des diagnostics de troubles bipolaires. On s'est longtemps interrogé sur l'existence des comorbidités entre les troubles du comportement alimentaire et les troubles dépressifs ou les troubles anxieux. Certains les ont même remis en question. Certains parlaient d'artefacts, puisqu'il y a beaucoup de symptômes qui sont communs à la dépression et troubles des conduites alimentaires. Certains ont pensé à certaines époques que les troubles des conduites alimentaires n'étaient ni plus ni moins qu'une forme de trouble dépressif, voire de trouble bipolaire, puisqu'à certaines périodes, les personnes pouvaient souffrir d'anorexie mentale, par exemple, et se retrouver à une autre période souffrir de boulimie. Ce qui fait que certains ont dit, bah, c'est comme la dépression et l'hypomanie, c'est la même chose. Ce sont deux troubles de l'humeur qui s'expriment comme ça. Et puis après, les gens ont réfléchi en cause. Ils ont dit, bah, écoutez, finalement, quand on a des troubles des conduites alimentaires, c'est un trouble qui est chronique. Donc, toutes les maladies chroniques vont donner, s'il vous plaît, vont donner un... Excusez-moi. Tous les troubles chroniques donnent des dépressions. Donc, finalement, les troubles des conduites alimentaires, ils se compliquent de dépression. Et puis, d'autres se sont dit que peut-être c'était l'inverse. Peut-être c'était les troubles des conduites alimentaires, que c'était la dépression qui allait causer les troubles
des conduites alimentaires, puisque parfois il y avait une perte de l'appétit. Enfin, ça s'est beaucoup cherché, le lien entre ces deux troubles, et puis certains ont donc imaginé les choses dans les deux sens. Alors, l'explication aujourd'hui, elle n'est pas univoque. En fait, elle intègre tous ces éléments-là. Et en fait, ce qui est compliqué pour comprendre le lien entre troubles des conduites alimentaires et troubles dépressifs ou troubles bipolaires, c'est qu'en fait, ces troubles ont une origine variable en fonction enfin, l'intrication entre ces troubles est différente en fonction du moment d'évolution chez une même personne et peut être variable d'une personne à l'autre. Alors, je vais m'expliquer. En fait, aujourd'hui, ça c'est pour appuyer le fait que tout le monde reconnaît que ces comorbidités, elles sont la règle plutôt que l'exception. La difficulté à laquelle sont confrontés les cliniciens et la communauté des personnes qui s'occupent de troubles des conduites alimentaires, c'est de comment prendre en charge les symptômes ou les comorbidités, comment les diagnostiquer et comment les traiter. En fait, on se rend compte que ces comorbidités, elles sont très hétérogènes et qu'il existe beaucoup de troubles psychiatriques qui sont associés, en fait, aux troubles des conduites alimentaires. Et en particulier, le centre de mon exposé aujourd'hui, les troubles dépressifs concernent presque grande majorité des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires et de dépression, et les troubles bipolaires qui sont moins fréquents, mais qui sont une véritable problématique. Sachant que ces troubles peuvent avoir, quand je porte un diagnostic de trouble de l'humeur, avoir débuté soit avant, soit simultanément, soit postérieurement aux troubles des conduites alimentaires. Alors, les symptômes de troubles des conduites, les comorbidités de troubles des conduites alimentaires, nous les avons beaucoup étudiés dans mon équipe. J'ai commencé à étudier ces troubles lors de ma thèse de sciences, et puis ces travaux ont été poursuivis par Madame Radon au cours de sa thèse de psychologie, et nous avons pu montrer que l'existence des troubles anxieux, des troubles dépressifs et des troubles bipolaires était d'une part extrêmement fréquent, mais aussi associé bien souvent à une gravité beaucoup plus importante des troubles des conduites alimentaires quand il y avait ces comorbidités. Il y a des revues de la littérature qui étudient les liens dans les deux sens. Vous voyez, j'ai souligné troubles bipolaires et eating disorders en anglais, c'est-à-dire troubles des conduites alimentaires. Et généralement, il y a des études qui ont été conduites chez les personnes souffrant de troubles de l'humeur au sens large, troubles dépressifs ou troubles bipolaires, et qui ont recherché les troubles des conduites alimentaires, et des études qui ont été menées chez des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires, et en recherchant les troubles de l'humeur, c'est-à-dire les troubles dépressifs ou les troubles bipolaires. Les liens sont extrêmement clairs pour la dépression, c'était la diapositive précédente, pour tous les troubles des conduites alimentaires. Pour les troubles bipolaires, c'est plus compliqué. Si le lien entre troubles bipolaires et hyperphagie boulimique ou boulimie est les résultats ne sont pas forcément significatifs en termes d'augmentation de fréquence des troubles des conduites alimentaires. Excusez-moi pour cette interruption. Excusez-moi, je fais une manipulation pour pouvoir vous remettre en partage de connexion sur mon...
Excusez-moi, je suis en train de me reconnecter. J'espère que la connexion est de nouveau active. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans le chat que la connexion est de nouveau active? C'est bon, merci. On me le confirme par texto. Donc, excusez-moi pour cette interruption qui va permettre que nous ayons une meilleure interface. Donc, je vais repartager mon écran avec les diapositives en plein écran et je vais continuer. Donc, j'étais en train d'expliquer que le lien entre les troubles bipolaires et l'anorexie mentale sont moins évidents que les liens avec les autres troubles des conduites alimentaires. Or, ce que nous avons pu montrer dans notre équipe avec deux travaux qui ont été copubliés dans la thèse de Leslie Radon, euh, c'est qu'en fait, il y a un lien qui semblerait plus important entre les anorexies mentales qui ont une forme extrêmement sévère et les troubles bipolaires, et que ce lien n'existerait pas en général pour l'anorexie mentale, mais seulement pour les formes les plus sévères. C'est parti à la fois d'une étude clinique qui a eu lieu dans une population d'adolescentes et d'une étude observationnelle menée dans une population à la fois d'adultes et d'adolescents, qui ont tous les deux pu montrer qu'il y avait un taux de troubles bipolaires retrouvés dans ces populations qui dépassait les 10%, alors que le taux moyen, je vous le rappelle, dans la population générale est autour de l'ordre d'1%. Par ailleurs, ce qui a été montré dans la littérature, pour reprendre l'ensemble de ces troubles et qui concerne le passage dont je vous parlais tout à l'heure d'un trouble à un autre, ce qui a été montré, ce passage qui est en fait extrêmement fréquent au cours de la vie des sujets, c'est que ce passage, il est favorisé en fait par les comorbidités et en particulier les troubles de l'humeur. Donc en fait, ces troubles dépressifs et les troubles bipolaires sont à la fois associés à des formes plus graves, associées aussi potentiellement à des durées d'évolution plus longues, puisque les personnes vont souffrir successivement de plusieurs types de troubles des conduites alimentaires, ce qui veut dire que les complications pour ces personnes, aussi bien sur le plan somatique que sur le plan social ou sur le plan psychiatrique, sont beaucoup plus importantes. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, les liens entre troubles de l'humeur et troubles bipolaires sont vraiment protéiformes et s'explique à la fois par des éléments symptomatiques liés à l'état de l'anorexie mentale, potentiellement passant par une médiation via le microbiote, mais aussi ce peuvent être des comorbidités qui doivent être diagnostiquées. La difficulté, c'est que faire ce diagnostic, c'est extrêmement difficile, puisque vous voyez, il y a un enchevêtrement extrêmement important des symptômes anxieux et dépressifs et des symptômes propres de l'anorexie mentale. Si un diagnostic est posé de troubles dépressifs ou troubles bipolaires avant le trouble alimentaire, c'est facile de se poser la question et de le traiter en cours de troubles des conduites alimentaires. Mais s'ils surviennent simultanément l'un et l'autre ou postérieurement aux troubles des conduites alimentaires, c'est parfois extrêmement difficile. Alors, comment faire ce diagnostic? Ce diagnostic, il est lié à une analyse qui est une analyse qui investigue tous les éléments. C'est-à-dire, si on constate la coexistence de symptômes anxieux et dépressifs, ou de symptômes de troubles dépressifs ou de troubles bifilaires sur une personne, il faut à la fois investiguer la question de troubles antérieurs, d'antécédents familiaux, d'antécédents personnels de ces troubles, mais il faut aussi pouvoir se poser la question d'évolution temporelle. Si ces troubles sont simultanés et apparaissent simultanément, se poser la question de la situation de dénutrition ou de symptômes qui pourraient créer ces symptômes et donc un artefact diagnostique. Et s'ils apparaissent longtemps après le début des troubles des conduites alimentaires en cours ou postérieurement à eux, se poser la question de savoir s'ils sont la conséquence de la renutrition, parce que parfois le fait de devoir faire perdre un poids bas va causer une anxiété chez les patients, ou de savoir s'ils sont la conséquence, par exemple via la désinsertion sociale,
d'un trouble ayant évolué longuement, sur lequel il va falloir agir par d'autres éléments que la prise en charge simplement d'un syndrome dépressif par des traitements médicamenteux. Donc, tous ces éléments forment une chimère diagnostique qui est propre à chaque patient et variable d'un patient à l'autre. Ça, c'est un extrait de la thèse de Leslie Radon qui résume l'ensemble de ces éléments et qui pose toute la question des différentes typologies de situations dans lesquelles on peut se retrouver. Alors, comment on va traiter, puisque c'est finalement la question? On sait que le traitement des troubles des conduites alimentaires, il est déjà structurellement, je dirais, euh, un traitement qui est plus une approche psychothérapique. Et dans l'anorexie mentale, il n'y a pas de traitement propre de l'anorexie mentale. Mais si on se retrouve face à une prise en charge, qui donc va être une prise en charge globale, psychothérapique sur le plan psychiatrique, mais somatique pour les autres, prenant en compte les autres éléments, la question c'est comment va-t-on prendre en charge ces troubles dépressifs ou ces troubles bipolaires? Ce que l'on constate quand on regarde les patients, les cohortes de patients suivis, en particulier en hospitalisation, c'est qu'il n'y a aucun traitement propre aux psychotropes, mais plus la moitié aux troubles des conduites alimentaires, mais que plus la moitié des patients ont des psychotropes. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai dans tous les pays. Or, il n'existe quasiment pas de données pour justifier l'utilisation de ces traitements. Donc, si on se penche sur les recos internationales et leur évolution, on voit qu'en fait, il y a eu une position de conseil de prise en charge des symptômes anxieux ou des éléments dépressifs et que, par exemple, les recos françaises proposent de traiter éventuellement par antidépresseurs les patients présentant des troubles anxieux ou des troubles dépressifs seulement s'ils ne sont pas améliorés par la reprise pondérale. Les recos australiennes et néo-zélandaises, les premières en 2005, en 2004, parlaient de symptômes mais ne précisaient pas comment faire. Ils sont passés ensuite, en évoluant au fil du temps, à des recommandations qui proposaient de traiter les comorbidités, mais toujours sans dire comment les faire. Il disait aussi, il soulignait la nécessité d'essais qui ne sont jamais apparus d'ailleurs sur comment traiter ces patients. Les recommandations américaines, elles, proposent de pouvoir renutrir les patients et de différer les traitements à la normalisation du poids, ce qui veut dire attendre pour certaines patients plusieurs années. En Allemagne, il propose en 2011 de traiter les symptômes, mais toujours sans proposer comment faire. Les recommandations initiales 2004 des Anglais, de la NICE, proposaient eux aussi de traiter les situations comorbides s'ils n'étaient pas réglés par une prise de poids. Et puis progressivement, la NICE a pris une autre position et elle dit que finalement, quand on fait un diagnostic de troubles comorbides, on les traite selon les recommandations des autres troubles. Si c'est un trouble dépressif, vous le traitez selon les recommandations des troubles dépressifs, tout en prenant les précautions qui sont particulières aux troubles des conduites alimentaires et liées aux complications somatiques que créent les troubles des conduites alimentaires et pour lesquelles il faut un usage très précautionneux des psychotropes. Alors, quand est-ce qu'on va traiter ces symptômes dépressifs? Déjà, on ne traite pas des symptômes, mais on traite des troubles avérés. Quand on fait des diagnostics, on met en place ce traitement. Et généralement, c'est ce que font les cliniciens, mais ils le font sans evidence-based ou quasiment sans evidence-based, puisqu'il n'existe à l'heure actuelle pas d'études qui proposent cela. Donc, les conduites à tenir, elles résultent d'éléments que l'on a sur l'efficacité. En fait, dans certains essais, là, c'est une méta-analyse qui montre l'efficacité sur les symptômes anxieux et dépressifs des antidépresseurs. On sait que ça peut fonctionner et elle repose sur des études réalisées en dehors des troubles des conduites alimentaires. Donc, comment on va traiter? Comment on va décider de traiter? La première étape, c'est d'évaluer la chronologie d'apparition. Est-ce que les troubles sont apparus avant l'anorexie mentale ou pas? Est-ce qu'ils sont apparus simultanément et pourraient ne s'expliquer que par la situation de malnutrition ou en tout cas de situation aiguë d'anorexie mentale? Ou est-ce qu'ils sont apparus après? Et quelle est la part à ce moment-là d'éléments qui sont liés à des perturbations liées au fait de prendre du poids ou de perdre quelque chose autour de son identité d'anorexie quand on sort de l'anorexie mentale? Mais aussi,
de tous les éléments que j'ai exposés tout à l'heure. Y a-t-il des antécédents personnels ou pas? Y a-t-il des antécédents familiaux? Ce qui est en faveur aussi de l'existence d'une comorbidité chez le patient lui-même. Donc, on va prendre en compte tous ces éléments. On va prendre en compte des éléments d'évolution au cours de la renutrition qui, de toute façon, va devoir être commencée. Et en fonction de l'aspect de cette chimère, proposer une conduite à tenir. La conduite à tenir, déjà, c'est en utilisant la composition de cette chimère, de savoir ce que l'on va faire. Déjà, si on porte un diagnostic de dépression chez un enfant ou un adolescent, eh bien, la première indication de traitement, ça va être la psychothérapie. Chez l'adulte, la psychothérapie est aussi utile. Donc, de toute façon, on n'est pas obligé de mettre en place tout de suite un traitement médicamenteux. Et puis, on va devoir aussi évaluer, au-delà de la question du terrain sur lequel se développent ces éléments, la situation d'urgence ou non. Est-ce qu'on est face à un trouble de l'humeur avec un risque suicidaire ou pas? Et à ce moment-là, est-ce que si on est face à cette situation, on peut attendre la renutrition ou pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir mesurer. Et puis, on va voir si on entre dans le contexte d'un trouble récurrent ou de pas un trouble récurrent. Mais ce raisonnement-là, il n'a jamais été évalué. Il a été proposé par des cliniciens, je vais y revenir, on a proposé un algorithme, mais il n'a jamais été évalué. Ce qu'il faut pouvoir aussi mesurer, c'est le risque de ne pas traiter. Or, on sait que dans l'anorexie mentale, le risque suicidaire qui est extrêmement important et qui est l'une des premières causes de mortalité, il est augmenté en cas de dépression et il est augmenté 10 fois plus important en cas de dépression et en particulier quand la personne va passer d'un trouble restrictif à un trouble boulimique, si elle est déprimée à ce moment-là, le risque est presque 30 fois plus élevé. Donc le risque de ne pas traiter peut parfois être supérieur au risque de traiter. Donc, ce que l'on va faire face à des symptômes comorbides dépressifs ou des troubles thymiques et une interrogation sur un diagnostic de trouble dépressif ou de trouble de l'humeur, c'est toujours renutrir et prendre en charge les symptômes tels que les crises de boulimie, proposer un accompagnement psychothérapique, traiter les complications somatiques, mettre en place un soutien social et évaluer la chimère. Si les troubles anxio-dépressifs sont très aigus, qu'ils sont observés, que la psychothérapie ne suffit pas, on pourra proposer un traitement psychotrope. Mais combien de temps on étudie, on attend? 6 semaines, ont proposé certains, en réévaluant. Et puis, en cas d'inefficacité de la nutrition, voire de l'aggravation, eh bien, on mettra en place un traitement psychotrope. Donc, ça, c'est un algorithme qu'on a proposé qui reprend l'ensemble des éléments que je viens de vous exposer et où on propose d'avoir cette attitude, c'est-à-dire de tout d'abord se dire, évaluer si on peut attendre ou pas. Si on ne peut pas attendre parce qu'il y a un risque suicidaire, bah, commencer un traitement intensif comprenant des psychotropes. Si l'on peut attendre un peu plus longtemps, eh bien, ne pas commencer cela et réévaluer au fur et à mesure et accompagner le traitement et proposer finalement une renutrition que je qualifierais entre guillemets d'épreuve. En conclusion, il n'y a, vous l'avez vu, quasiment pas d'études thérapeutiques probantes sur le sujet de quelle est la conduite à tenir pour mettre en place un traitement spécifique des troubles dépressifs ou des troubles bipolaires dans l'anorexie mentale. Toutes les connaissances qu'on a reposent surtout sur des cohortes rétrospectives. Les études qui étudient l'effet des psychotropes dans les troubles des conduites alimentaires se sont surtout intéressées à leur effet sur les symptômes des troubles des conduites alimentaires eux-mêmes, mais n'ont pas recherché la question du traitement de ces comorbidités. Et il est extrêmement important aujourd'hui d'essayer de développer des essais thérapeutiques pour valider ces schémas thérapeutiques, d'où la nécessité de nouvelles études. Tout ce que je vous ai raconté sur l'anorexie peut peu ou prou, à part les questions autour de la dénutrition, mais peut peu ou prou être transposé sur la question sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique, où dépression et troubles bipolaires sont extrêmement fréquents et où la prise en charge du trouble des conduites alimentaires doit précéder la prise en charge du trouble dépressif lui-même ou du trouble, la suspicion de trouble bipolaire. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolée pour l'ensemble des problèmes techniques qui ont existé sur cette présentation et je suis disponible si vous avez des questions. Alors, je mets le chat pour voir s'il y a des questions ou si vous avez Voilà, des... vas-y.
Merci beaucoup, Nathalie. C'est Maïva. Je t'appelle via le téléphone de Karine parce que je n'arrivais pas à mettre mon micro. Merci Alors, beaucoup manifestement, pour cette je suis super désolée. présentation, très, très intéressante, vraiment sur cette complexité entre ces comorbidités psychiatriques et les troubles des conduites alimentaires. Je voulais savoir si dans le service ou par le chat, vous pourrez poser des questions au professeur Godard. N'hésitez pas. Alors, il y a eu il y a une question sur, on parle beaucoup des liens entre oméga 3 et dépression. Est-ce que j'ai un avis sur le sujet? Je crois qu'il y a eu quelques études sur oméga 3. J'avais vu des gens qui essayaient de faire des essais thérapeutiques dans l'anorexie mentale. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'en ai pas connaissance en tout cas. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'effectivement, nos patients, ils ne prennent quasiment plus de matières grasses, d'acides gras, etc. Je pense qu'il y a une multiplicité des éléments qui peuvent interagir avec l'existence de symptômes dépressifs. Ça peut passer, j'ai vu des éléments sur les acides gras à chaîne courte, ça peut passer par les questions autour du tryptophane. Il y a de multiples voies qui ont été étudiées et je pense que l'ensemble des voies qu'on puisse étudier sont intéressantes pour essayer de briser le cercle vicieux dans lequel sont les patients. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va entretenir l'anorexie mentale, c'est souvent un bénéfice perçu par les patients de la dénutrition, de la restriction alimentaire, qui va elle-même créer des symptômes anxio-dépressifs et on voit comment les gens rentrent dans un cercle vicieux. Donc, c'est une des pistes qui potentiellement pourrait être intéressante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, ah oui, alors le chat, il faut que je le fasse dérouler. Ouais, alors pas de résultat très probant. C'était une réponse dans le chat. Il y a une question. Je pense qu'il y a une question qui est qui porte sur comment aider des personnes effectivement plutôt adultes. Je pense que la situation de chacun effectivement est complexe. On a créé nous une ligne téléphonique qui s'appelle Anorexie Boulimie Info Écoute, qui permet le jeudi en particulier, d'entrer en lien avec des médecins qui connaissent très bien ces questions de troubles des conduites alimentaires, très bien les filières, et qui peuvent peut-être vous répondre au niveau des questions plus individuelles sur des orientations, que ce soit en France ou à l'étranger. Il est clair que beaucoup de personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires pensent qu'elles vont trouver qu'il va y avoir un déclic et que les choses vont d'elles-mêmes se résoudre. Je pense que les parcours sont très compliqués et que sans soins, c'est très difficile. Mais par contre, il y a toujours l'espoir à garder parce que on sait qu'on peut guérir de troubles des conduites alimentaires même après 10, 15, voire 20 ans d'évolution. Et j'ai un très, très beau livre à conseiller, qui est un livre qui s'appelle Là où je ne voulais pas aller, qui est d'une collègue qui est médecin en plus, qui a fait ce livre et qui raconte son parcours de soins très long et comment on peut toujours effectivement construire une voie de rétablissement. Alors, je descends le chat progressivement. On dit qu'il faut renutrir pour diminuer la dépression et ou qu'il faut des apports pour une action optimale des traitements. C'est plutôt vrai ou plutôt faux? Alors, on a beaucoup dit ça, en fait, quand on était très dénutri et à cause de la voie sérotoninergique, on avait une inefficacité des traitements antidépresseurs. Il n'y a pas vraiment de preuves, il semblerait que leur efficacité soit moindre. Commencer par la nutrition, c'est effectivement l'option qui est optimale. C'est mon arbre décisionnel. Mais parfois, on a des situations urgentes. Les sérotoninaires, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine sont des médicaments qui ont très peu d'effets secondaires. Donc, on a très peu d'iatrogénie à les introduire précocement. Et face à des situations sur lesquelles on bloque et où on a le sentiment qu'un syndrome dépressif extrêmement important interfère avec la renutrition, ça peut être intéressant de commencer précocement le traitement, soit en situation de risque suicidaire ou d'urgence ou d'intensité extrêmement importante.
J'allais dire au pire, on a une efficacité moindre. Mais au mieux, et ça je l'ai vu dans des situations cliniques, on débloque la situation. Donc tout ça, c'est vraiment, j'utilise beaucoup cette, cette métaphore de la chimère et de la nécessité de l'évaluation de la chimère, c'est extrêmement important. Et puis on peut commencer à renutrir et renutrir en parallèle. Mais certains patients, on n'arrive pas à renutrir. Quelle est la psychothérapie la mieux indiquée dans la prise en charge des TCA? En fait, ça dépend du TCA. Je vais faire une réponse de psychiatre. Je vais vous dire que ça dépend. Ça dépend de l'âge, mais je vais vous donner des éléments de réponse. On sait que chez les adultes, ce sont plutôt des psychothérapies individuelles et que chez les adolescents, sont plutôt, et les enfants, des psychothérapies de type familial. Sachant que les orientations des psychothérapies peuvent être variées et que, par exemple, si la TCC a fait une preuve très importante de son efficacité dans la boulimie chez l'adulte, elle n'a pas fait preuve de son efficacité dans l'anorexie mentale. Et par exemple, dans l'anorexie mentale, les psychothérapies de type psychodynamique ont apporté des éléments intéressants chez les adultes. Dans les recos, en particulier celle de la boulimie qu'on a faite assez récemment, on a pris une position consensuelle qui est de dire que le choix de la psychothérapie va dépendre certes de l'evidence-based en fonction du type de trouble des conduites alimentaires, va dépendre du choix des patients, de leur famille quand ils sont mineurs, va dépendre aussi de la disponibilité de ce qui existe. Ce qui est important et fondamental, c'est que cette psychothérapie, elle soit intégrée dans une prise en charge globale. La psychothérapie ne peut pas être le seul soin pour troubles des conduites alimentaires, pas plus que la renutrition ou la prise en charge nutritionnelle ne peut être le seul soin, ou pas plus que les traitements somatiques ne peut être le seul soin. Alors, lien entre maladie chronique, TCA et dépression. En fait, on sait que toutes les maladies chroniques peuvent se compliquer de dépression. Par la désocialisation, par les conséquences, par la douleur psychique ou somatique induite, par la nécessité de soins lourds. Donc, on sait que potentiellement, quand les troubles des conduites alimentaires durent très longtemps, ils peuvent se compliquer de dépression. La ligne téléphonique anorexie, boulimie, info écoute, Julien, qui est le coordonnateur de la FAB et du réseau francilien, vous l'a mis en lien. Sur le deuxième lien, parce qu'il a d'abord fait une erreur. L'activité physique. Alors, l'activité physique, on sait qu'en population générale, elle aide à diminuer les symptômes anxieux ou dépressifs. On sait que ça peut être un apport intéressant dans le traitement des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs. Dans les troubles des conduites alimentaires, vous avez vu, on a des troubles des conduites alimentaires depuis la restriction au surpoids. L'activité physique a un intérêt dans toutes les formes de troubles des conduites alimentaires, mais elle peut venir dangereuse quand elle est excessive, en particulier dans les situations d'anorexie mentale extrêmement dénutrie. Donc en fait, elle peut être intéressante quand elle est accompagnée dans l'anorexie mentale pour qu'elle soit adaptée en quantité, en intensité et en fréquence. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement extrêmement important qu'il faut mener. Mais elle a un double intérêt. Elle peut diminuer la symptomatologie anxieuse et dépressive, rassurer les patients sur les prises, quand ils prennent des prises alimentaires, qu'ils ont peu de prendre trop de quoi. Et ça peut les rassurer aussi sur le fait qu'ils reprennent le contrôle, ou ils ont un minimum de contrôle sur le fait d'avoir un corps qui ne soit pas, entre guillemets, trop gras, mais qui soit musclé. Y a-t-il une place pour les compléments alimentaires? Aujourd'hui, il n'y a pas de place prouvée pour ces compléments alimentaires. Le meilleur traitement, c'est une alimentation équilibrée. Julien, on voit tes messages. Ouais. Avez-vous eu une expérience ou des connaissances, c'est la dernière question, d'études scientifiques portant sur la reprise éventuelle de symptômes de TCA à l'arrêt d'un traitement psychotrope mis en place dans le cadre d'un trouble dépressif ou d'un TCA? Il y a très peu d'études sur les effets des médicaments et sur les liens entre effets des médicaments et symptômes ou troubles dépressifs. Je peux vous parler d'expériences cliniques
oui, à l'arrêt d'un traitement antidépresseur et de stabilisation de personnes qui avaient des troubles alimentaires, qui arrêtent, qui ont retrouvé un équilibre, qui n'ont plus troublé complètement des conduites alimentaires, qui sont stabilisés sur ce plan-là et qui ont eu un traitement antidépresseur qu'on arrête, eh ben, il peut arriver que les troubles des conduites alimentaires rechutent parce qu'en fait, on peut considérer, mais je n'ai pas eu le temps de vous faire l'exposé par rapport à ça, que la restriction d'alimentation dans l'anorexie mentale, elle est très souvent utilisée comme quelque chose qui répond à une émotionnalité négative, et en particulier c'est le cas dans la dépression. Et ça, Amélie Nothomb, par exemple, l'explique très bien dans Biographie de la faim. Elle explique que le fait de ne plus manger lui permettait de ne plus ressentir des choses désagréables. Et on peut penser que dans certaines situations, la restriction alimentaire est une réponse à des affects dépressifs et que, en fait, quand le sujet va ressentir des symptômes anxieux ou dépressifs à l'arrêt d'un traitement, il va retrouver sa vieille réponse et il y a un risque de rechute. Je suis désolée, ma réponse était un peu longue. Euh, Avis sur les groupes d'entraide. Je pense que les groupes d'entraide sont des approches complémentaires très intéressantes qui permettent un empowerment des patients, leur permettent d'avoir une parole, des échanges différents. Il y en existe dans les services, il y en existe autour des associations d'usagers. Elles sont très intéressantes. Avez-vous des informations particulières sur l'efficacité d'utilisation de l'EMDR chez les patients qui souffrent de TCA? À ma connaissance, il n'y a pas d'efficacité prouvée de l'EMDR dans les TCA. Il y a une efficacité prouvée autour des psychotraumas et il y a dans une proportion non négligeable de personnes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires, des psychotraumas qui peuvent exister. Moi, ça m'arrive de prescrire l'EMDR dans ce contexte, mais pas spécifiquement pour troubles des conduites alimentaires, alors qu'il y a une offre de formation qui se développe tous azimuts. Je n'ai pas la notion que ce soit evidence-based. Je crois que j'ai fini de répondre aux questions et je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Personnellement, Nathalie, oui. merci beaucoup Nathalie pour avoir répondu à toutes ces questions. Je pense qu'on en a encore probablement d'autres, mais on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter parce que c'est un sujet extrêmement vaste et porteur de plein d'études supplémentaires, comme tu le dis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et votre invitation à exposer un sujet de TSCA-logue très pointu à un large auditoire. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup Nathalie et merci à vous tous pour votre participation. Très bonne après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée à vous Au tous. revoir. Au revoir. Merci.